Chers amis du Jardin des Livres, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de livres. Alors, aujourd'hui, nous avons un ouvrage absolument exceptionnel. Il s'agit de Sauvagerie diplomatique. Ça concerne la très malheureuse affaire de Jamal Khashoggi, le journaliste éditorialiste du Washington Post, saoudien donc d'origine, et qui a eu le malheur de tomber dans un traquenard organisé par les services secrets saoudiens. Cela fait 1 an que Jamal Khashoggi est entré dans le consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul pour ne jamais en ressortir. Sauvagement assassiné, son corps démembré et jamais retrouvé, Jamal Khashoggi avait pour seul tort d'avoir à plusieurs reprises dans son travail de journaliste critiqué les autorités saoudiennes. Saudi Arabia will never be reformed, will never be developed, will never succeed with the corruption that had been crippling us totally. Et un rapporteur spécial des Nations Unies a conclu que Khashoggi avait été la victime d'une exécution délibérée et préméditée, imputable à l'État saoudien, et que le rôle du prince héritier devait faire l'objet d'une enquête. Ça a été écrit par les 3 journalistes qui ont révélé toute l'affaire au monde entier. Et ce n'est pas rien. Donc il s'agit de Ferhat Unlu, de Abdurrahman Simsek et de Nazif Karaman. Donc 3 journalistes turcs, donc aussi bien de télévision que de presse écrite. Alors, cette enquête réalisée par ces 3 grands journalistes, grands reporters du Daily Sabah, révèle les secrets les plus terribles, malheureusement, de cette affaire qui s'est déroulée au consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul. Alors, il va de soi qu'à l'époque, meurtre dans un consulat et diplomatie, c'est quelque chose qui ne va pas très bien ensemble. On est soit diplomate, soit assassin, ou meurtrier, ou... Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce que les Saoudiens ne savaient pas, c'est que les services spéciaux turcs du MIT, donc dirigés par le célèbre Hakan Fidan, avaient criblé les murs du consulat saoudien de micros, grâce auquel le crime et surtout le rôle de Mohammed Ben Salman, prince dirigeant de l'Arabie Saoudite, comme vous le savez, a pu être prouvé. Un meurtre prémédité et commandité au plus haut niveau du gouvernement saoudien. La Turquie déroule ses accusations et ses conclusions. Le président turc Recep Tayyip Erdogan assure que les auteurs de ce crime figurent parmi les 18 suspects détenus par l'Arabie Saoudite. Ankara demande à Riyad de lui dire où se trouvent les restes de Jamal Khashoggi, mais selon un conseiller du président, le corps aurait été dissous. Jamal Khashoggi avait prévu d'épouser sa compagne quelques semaines plus tard. On apprend ainsi ce qui s'est passé pendant les 7 dernières minutes de la vie de Khashoggi, entre le moment où il est entré dans le consulat et sa mort, grâce aux enregistrements de Ferhat Unlu, de M. Simsek et de Karaman, enregistrements qui se sont procurés grâce à la collaboration, on va dire, des services secrets turcs. Alors donc, on entend ce qui s'est précisément dit entre Khashoggi et ses tortionnaires, comment son meurtre a été conduit, étape par étape, et bien entendu nié par le consul, comment son corps a été démembré et dispatché dans des valises, ce que les 15 assassins se sont dit pendant l'opération, leur identité et leur spécialité, comme vous allez le voir, comment les services secrets du MIT ont conduit leur enquête, et ce qui s'est passé ensuite au plus haut niveau du royaume saoudien. Alors, je dois vous le dire, je veux dire, au bout de 30 ans de journalisme, cette enquête, ce livre est absolument exceptionnel. C'est un monument de travail journalistique, il faut bien le dire, parce qu'ils étaient les premiers, effectivement, sur place, et qui ont pu bénéficier de l'écoute des enregistrements qui sont effectivement horribles. Alors, je vous préviens tout de suite, inutile de chercher sur YouTube ces enregistrements, vous ne les aurez pas. Il y a quelques malades saoudiens qui ont fait des pseudo-enregistrements. Tout est faux, archi faux, donc c'est même pas la peine que vous regardiez sur YouTube, c'est l'œuvre de quelques malades. Alors, pour parler du livre Sauvagerie diplomatique, eh bien, je dirais que c'est un SAS, voilà. C'est le SAS de Gérard de Villiers. Sauf que là, tout est vrai. Je pense que même Gérard de Villiers, lui-même journaliste, Gérard de Villiers disait souvent qu'il n'avait pas d'imagination et qu'il s'inspirait de faits réels dans l'histoire de l'espionnage, des actes de torture, etc., pour mettre en scène les aventures du prince Malcolinge. Chez 83 ans, il va toujours sur le terrain. Il y a 2 semaines, il était encore en Afghanistan avec sa documentation bien à jour. J'ai vu beaucoup de gens, bien sûr, des journalistes, beaucoup de journalistes américains, parce qu'ils sont très présents là-bas, c'est leur turf. Hein. Et puis des gens, et puis des sources diverses et variées. Hein. Et tout cela n'a pas échappé récemment à la presse américaine. Elle s'étonne. Le romancier qui en sait trop, Gérard de Villiers.
au point d'anticiper l'attaque d'une ambassade en Libye ou un complot contre le régime en Syrie. C'est véritablement un SAS et tout est vrai, absolument tout est vrai. Et le livre va bien entendu au-delà de l'affaire Khashoggi. C'est-à-dire qu'il vous montre exactement pourquoi ce prince, ce nouveau prince, complètement fou d'ailleurs, hein, il faut bien le dire, c'est une ordure aussi, il faut le dire. Demander à ses services secrets d'aller assassiner un journaliste dans un local diplomatique, dans un pays a priori ami, c'est inimaginable. C'est du jamais vu dans l'histoire de la diplomatie. Hein. Techniquement, vous pouvez remonter à 600 ans. Cela ne s'était jamais produit. The Istanbul prosecutor's office confirmed that the journalist was suffocated in a premeditated killing shortly after entering the Saudi consulate and that his body was then dismembered and disposed of. Depuis la mort du journaliste, des zones d'ombre persistent, notamment sur le rôle du prince héritier Mohammed Ben Salman. D'autant que l'Arabie Saoudite avait d'abord nié le meurtre avant d'évoquer une opération qui aurait dégénéré. Ensuite, deuxième chose, cela vous montre la pourriture de du royaume saoudien. Pour une raison très simple, c'est que c'est un royaume hypocrite par le prince lui-même qui se prend pour Dieu. La preuve, c'est qu'il a ordonné l'assassinat. Il avait déjà menacé à plusieurs reprises et il avait effectivement mis ces menaces à exécution. C'est un incident hideux qui ne peut être justifié. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite met tout en œuvre pour finaliser l'enquête en coopération avec le gouvernement turc et poursuivre les auteurs devant la justice. Vous allez voir les images de l'ouvrage et vous allez voir effectivement donc l'historique. Les services turcs ont remonté tous les enregistrements vidéo aux arrivées de l'aéroport d'Istanbul et ont identifié très rapidement la totalité, les 15 membres des services secrets saoudiens. There were 15 of them. Most arrived in the dead of night, laid their trap and waited for the target to arrive. Turkish media has released a steady drip feed of evidence implicating Saudi officials. Weeks of investigation by the Times builds on that evidence and reconstructs what unfolded hour by hour. Our timeline shows the ruthless efficiency of a hit team of experts that seemed specially chosen from Saudi government ministries. Ce qui a fait dire, alors je vous le montre, ici vous voyez c'est l'ouverture du livre, connaissez-vous un autre cas où un escadron de la mort composé de 15 membres s'est rendu dans un autre pays à bord d'un jet privé, enregistré auprès d'une compagnie aérienne détenue par le gouvernement, avec en plus leur véritable papier d'identité, rien que ça, et qui est rentré au bercail après avoir tué et démembré une personne en moins de 2 heures. Avez-vous entendu parler d'un consulat devenu une scène de crime ? Effectivement, c'est du jamais vu, du jamais entendu, c'est le cas de le dire. On entend Mohamed Al-Otaibi, le consul d'Arabie Saoudite, celui-là même, vous allez voir les images, qui disait « Ah non, je ne suis pas au courant, il ne s'est rien passé, je ne le connais pas, hein, Khashoggi, je ne le connais pas, d'ailleurs moi-même, je ne me connais pas. » On entend dire M. Mohamed Al-Otaibi, donc le consul, dire aux assassins « Ne faites pas ça ici, autrement, j'aurai des ennuis. » C'est pas qu'un peu hein, que tu as eu comme ennui, monsieur Otaibi. Réponse du chef d'équipe des assassins saoudiens, ferme-la si tu veux vivre à ton retour en Arabie Saoudite. Donc voilà où on en est. C'est-à-dire que vous avez des membres du gouvernement français qui n'hésitent pas une seule seconde à brosser les chaussures de tous ces princes corrompus, y compris de monsieur Ben Salman, uniquement parce que monsieur Ben Salman distribue 1 milliard par-ci, 2 milliards par-là, en achetant des armes, des avions de chasse, des mitrailleurs, des radars, etc. et qui font tourner, bien entendu, l'industrie de l'armement. Ça n'est pas parce qu'un dirigeant dit quelque chose que je suis censé réagir à chaque fois. Et donc je ne vous répondrai pas. L'Allemagne a pourtant appelé tous les pays européens à stopper leur vente d'armes à Riyad. La France ne veut pas sacrifier trop tôt ses relations commerciales avec l'Arabie Saoudite, alors qu'elle est son deuxième fournisseur d'armes après les États-Unis. Seule Angela Merkel a décidé effectivement de mettre l'Arabie Saoudite de côté, de ne plus leur vendre d'armes. Mais en revanche, vous vous souvenez par exemple, on a ces images terribles de Donald Trump qui, apprenant l'assassinat de Khashoggi dans le consulat, fait semblant, hein, il dit vous êtes sûr que c'est lui? On n'est pas au courant, on n'est pas sûr, on est sûr de rien. They didn't conclude. No, Josh, they didn't conclude. I'm sorry. Wait. Josh, no, they didn't conclude. They did not come to a conclusion. They have feelings certain ways, but they didn't have the report. And you can ask Mike, they have not concluded. Nobody's concluded. I don't know if anyone's going to be able to conclude
that the Crown Prince did it. Parce que dans la foulée, il va leur vendre, il va le faire chanter en fait. Il va lui coller pour 7 milliards de missiles, de systèmes de défense aérien, anti-aérien, d'avions de chasse, etc., etc., etc. 7 milliards de dollars, c'est pas rien. On a les images. If you look in terms of dollars, $3 billion, $533 million. It's not every day you see props in the Oval Office. That's peanuts for you. Should have increased it. To be sure that we've tackled all the opportunities and achieve it, and also get rid of all the threats facing our both countries and the whole world. On peut dire que ce jour-là, malheureusement, Donald Trump a vendu lui aussi son âme au diable sur le dos de Khashoggi. Alors, on va avancer un petit peu dans le livre. Là, je vous montre ce qu'on appelle les exergues, qui vous donnent une idée de l'ouvrage. Les 15 membres de l'escadron de la mort saoudien ont rempli leur mission funeste et sont retournés dans leur pays. Cependant, avant de quitter la Turquie, ils ont laissé leurs empreintes digitales un peu partout à Istanbul, si bien que les services de renseignement du MIT et les forces de l'ordre turques auraient dit, sur le ton de la plaisanterie, que les Saoudiens auraient tout aussi bien pu laisser leur carte de visite. Oui, parce qu'en plus, les Saoudiens, vous savez, comme ils sont ultra riches et comme ils ont été formés plus ou moins par les Américains, se considèrent comme des génies du renseignement. Là, on a vu que ce n'était pas du tout le cas, que ce sont effectivement des pieds nickelés. Je veux dire, techniquement, s'ils avaient voulu faire un travail, on va dire, là, on parle du côté renseignement, un travail d'assassinat propre, ils auraient pu kidnapper Khashoggi dans une rue à Istanbul et l'emmener dans un entrepôt, comme vous le voyez dans tous les films, et le découper en tranches comme ils l'ont fait. Non, même pas. Ils l'ont fait venir sous un faux prétexte pour obtenir son certificat pour qu'il puisse se marier avec Hatice Cengiz à Istanbul. Donc Hatice est une citoyenne turque, ce qui explique la présence donc de Khashoggi à Istanbul, à la raison pour laquelle il avait quitté Washington. Donc il y a quand même quelque chose d'absolument extraordinaire parce qu'on n'a toujours pas retrouvé le corps. Et vous savez que c'est très important de retrouver le corps, notamment ne serait-ce que pour la famille, pour faire son deuil, etc. Et même la prière, enfin tous les musulmans qui se sont réunis. D'ailleurs le livre ouvre là-dessus, je vais vous lire un extrait. Mais avant d'y arriver, regardez. Là, on a Jamal Khashoggi qui a déclaré au monde que Mohammed Ben Salman avait privé la société saoudienne d'oxygène, a perdu la vie dans le consulat de ce pays avec un sac en plastique sur la tête. Après sa mort, les meurtriers ont drainé son sang et l'ont coupé en petits morceaux. C'est l'ironie de la chose. C'est-à-dire qu'effectivement, Khashoggi a dit qu'il n'y avait plus d'oxygène dans la société saoudienne et qu'ont fait les assassins, les espions saoudiens, eh bien, ils l'ont étouffé. Autrement dit, vous êtes dans un royaume où vous avez un prince fou qui règne et qui peut se permettre d'assassiner la totalité de ses opposants. Alors, je vous donne un autre exemple, à quel point ce prince saoudien est une ordure. Je le dis clairement, en tant que directeur littéraire, et j'assume mes propos, voilà, donc je le dis à l'ambassadeur saoudien. Regardez, ça date de cet été, ça date du 6 août 2020. C'est le Daily Mail, donc sous la plume d'Ariel Zilber, révèle que 15 jours seulement après l'assassinat à Istanbul du journaliste du Washington Post, le prince saoudien avait également envoyé une autre équipe de tueurs professionnels pour assassiner l'ancien directeur général des services de renseignement d'Arabie Saoudite, M. Saad Al-Jabri. Tout à l'heure, je vous disais que nous étions dans un SAS de Gérard de Villiers. Alors là, on est vraiment en plein dedans, littéralement. M. Al-Jabri avait quitté son pays en 2017, donc à la suite de la prise de pouvoir du nouveau prince, M. Ben Salman, et vivait en toute légalité à Toronto, ayant de bons contacts avec le Canada et surtout avec la CIA. Coup de chance pour lui, les services secrets canadiens avaient repéré les espions, les assassins saoudiens dès leur arrivée et ont réussi, en effectuant des recoupements avec d'autres arrivants de saoudiens et surtout en collaboration avec les Turcs du MIT, à empêcher le plan voulu par le prince Ben Salman de se dérouler. Voilà, donc Iris venue jouer à chat perché, là, voilà, elle est concernée elle aussi par ma puce. Pour se venger, le prince Ben Salman a demandé à ce que le frère de Saad Al-Jabri, écoutez bien, soit arrêté à Riyad et jeté en prison, alors qu'il avait déjà ses 2 enfants majeurs en otage, dont on n'a aucune nouvelle encore aujourd'hui. Donc vous avez effectivement tous les détails dans le livre. Oui, Iris. Oui, c'est un chat qui lit aussi, c'est important. والدي رحمه الله أحمد خاشقجي. لا في حاجة غلط كده والله مش طبيعي كده مش طبيعي هي عايزة تتدفى
Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous allez voir derrière nous de quelque chose de terrible. C'est-à-dire que Ben Salman, réalisant tout le scandale mondial que cet assassinat a provoqué, donc il a convoqué bien entendu la presse saoudienne, la télévision saoudienne, et il est allé réconforter le fils de Jamal Khashoggi. Vous allez voir les images derrière nous, mais c'est complètement, totalement surréaliste. Ce type est une ordure. La preuve, c'est qu'il n'hésite pas une seule seconde, effectivement, à prendre des gens en otage et de les tuer. En Arabie Saoudite, c'est quelque chose d'extrêmement connu. Il va de soi qu'après cette vidéo, mes chers amis, je pourrais difficilement aller visiter l'Arabie Saoudite, hein, parce que, en plus, ils ont des lois extrêmement insultes au roi ou au prince, hein, donc c'est condamné. Voilà. Ici, vous avez la carte de visite de Jamal Khashoggi lorsqu'il était à Washington, et c'est quelque chose de, malheureusement, vraiment de tellement triste de voir une chose comme ça. Vous savez, c'est un peu comme Napoléon III, hein, je vous dis ça de tête, qui n'aimant pas ce qu'écrit Victor Hugo, il dit à Victor Hugo, tu vas aller te reposer très loin de la France, tu vas aller à Jersey ou Guernesey, je me souviens plus quelle était l'île, voilà. Eh bien, là, vous voyez à quel point Napoléon III était quand même quelqu'un d'intelligent. Je parle en comparaison par rapport à monsieur Ben Salman, hein, parce que lui, il n'a pas fait dans le détail, il n'a pas envoyé Jamal Khashoggi. En plus, il n'a pas besoin de le faire parce qu'il était déjà aux États-Unis. Hein, il a carrément découpé en tranches. Alors, ce qui est intéressant ici, voyez-vous, c'est l'ouverture. Hein, c'est-à-dire que le voyage éternel de la victime, hein, c'est les dernières 24 heures. Le livre commence un tout petit peu avant, hein, c'est-à-dire le J-1. Voilà. La voix vibrante de l'imam Ali Tos, qui dirigeait une prière funèbre in absentia, peut-être pour la première fois de sa vie d'ailleurs, résonnait autour de la mosquée Diyanet Center du Maryland aux États-Unis. Accordez-vous votre bénédiction aux défunts. Nous l'accordons. Accordez-vous votre bénédiction aux défunts. Nous l'accordons. Et une troisième fois, accordez-vous votre bénédiction aux défunts. Nous l'accordons. La réponse de la congrégation à la question que l'imam a posée 3 fois selon le rituel, elle était entendue non seulement dans le Maryland, vous allez voir les images derrière nous, mais aussi à Istanbul, à la Mecque, à Londres, à Paris, à Islamabad et en bien d'autres endroits. La prière funèbre, pendant laquelle les musulmans ne s'inclinent ni ne se prosternent, et qui se clôt par le qiyam et le takbir, est un rituel destiné à dire adieu à ceux qui sont entrés dans l'au-delà, un acte d'adoration avant leur dernier voyage. Voilà. Alors, beaucoup d'entre vous, bon, vous savez notamment par mes livres que la vie après la mort existe. Donc, monsieur Jamal Khashoggi est vivant de l'autre côté. Et je ne sais pas si vous avez vu tous les malheurs qui arrivent en ce moment aux Saoudiens, mais c'est absolument tout à fait extraordinaire. Pour la première fois dans l'histoire du pétrole, le prix du pétrole est devenu négatif. Ça s'est passé au mois d'avril ou mai 2020. Moins 34 ou moins 47 $ suivant les différents types de brut. Le baril américain de pétrole a poursuivi sa descente aux enfers ce lundi, enregistrant une chute record pour atteindre une valeur négative du jamais vu, son plus bas niveau historique. Les cours ont continué à dégringoler à cause d'une demande en chute libre et d'une offre surabondante. Donc cela a ruiné totalement les Saoudiens. Les Saoudiens ne savent plus comment s'en sortir. Le prince saoudien, vous savez, il avait un projet fou d'une nouvelle ville, c'était Saoudia 2030, etc. Bah, c'est tombé à l'eau, hein, c'est le cas de le dire. Et pour vous montrer à quel point ce prince Ben Salman est une ordure, c'est qu'il avait fait une grande publicité en disant « Oh, formidable, je vais accorder aux femmes saoudiennes, de pouvoir conduire leur voiture ». Non mais attendez, l'Arabie Saoudite en est au Moyen-Âge. Il leur faut arriver en 2019 ou 2018 pour permettre aux femmes de conduire une voiture. Alors qu'au même moment, ce même prince saoudien met en prison toutes les féministes saoudiennes qui se battent pour la liberté des femmes. Le 10 avril, Dina Ali, une saoudienne de 24 ans, tente de gagner l'Australie pour demander l'asile. Mais lors d'une escale aux Philippines, elle est arrêtée à la demande des autorités saoudiennes. Lorsque ses oncles viennent la chercher, elle tente de résister et poste sur les réseaux sociaux une vidéo où elle appelle à l'aide. Elle sera rapatriée de force. Aux dernières nouvelles, elle vit dans un foyer pour femmes. Mais c'est une aberration, ce pays est une aberration. Et si l'Arabie Saoudite est une aberration, c'est uniquement à cause des États-Unis, et de la CIA en particulier, parce que c'est leur réserve de pétrole. Et donc, pour garder le pétrole saoudien, les Américains sont prêts à fermer
leurs yeux sur toutes les horreurs, mais vraiment toutes. D'ailleurs, la preuve, c'est que Macron n'a pas condamné le prince Ben Salman suite à l'assassinat de Khashoggi. The French president had a brief exchange, at one point complaining in English that the Crown Prince doesn't listen to him. I will listen, of course, he replies. Vous voyez à quel point ces politiques sont des pleutres. Je veux dire, le monde entier aurait dû condamner Ben Salman, le monde entier, ce qui l'aurait naturellement amené à la démission de son poste. Eh ben non, pour obtenir les faveurs, pour que le prince saoudien leur jette quelques cuisses de poulet à plusieurs centaines de millions de dollars ou d'euros, ils étaient prêts à fermer les yeux sur toutes les horreurs que ce prince saoudien est capable de faire et continue à faire. En novembre 2017, Mohamed Ben Salman, surnommé MBS, est nommé prince héritier depuis moins de 6 mois. Et selon une partie de la classe politique libanaise, Hariri est bel et bien retenu prisonnier en Arabie Saoudite. Au même moment se joue un autre épisode rocambolesque. MBS décide d'une vaste purge. C'est à l'hôtel Ritz-Carlton qu'il fait enfermer de nombreux princes et hauts responsables. Ils seront libérés pour la plupart en échange de sommes d'argent importantes. Alors, maintenant, on va aborder, si vous voulez, le cœur du... C'est pas tant le cœur du sujet, si vous voulez. L'assassinat de Khashoggi n'est qu'une partie, c'est la partie la plus importante, mais le génie de Ferhatünlü, de M. Simsek et Karaman, c'est qu'en fait, ils ont mis tout ça en perspective, c'est-à-dire, et ils vous montrent bien à quel point M. Erdogan a littéralement glissé une peau de banane, si j'ose dire, aux Saoudiens pour montrer à quel point c'était une ordure. Alors, je ferme un tiroir de tout à l'heure, puisque je vous parlais donc, quand tous les musulmans font le ramadan, que font les princes saoudiens? Ils prennent l'avion, leur avion privé bien entendu, ils vont à Marbella ou en Allemagne, où pendant toute la période du ramadan, ils vont pouvoir boire et louer toutes les putes d'Espagne, et surtout dans les maisons closes allemandes. Parce que quand les Saoudiens descendent dans une maison close allemande, en général, ils bloquent, ils louent, il n'y a que. Voilà, il n'y a plus d'accès à la clientèle. Donc ça vous montre bien l'hypocrisie de cet islam saoudien. Je précise qu'il y a une différence fondamentale entre l'islam turc, qui, à mon sens... je veux dire, quand on va à Istanbul, ça nous semble naturel, alors que l'islam saoudien est véritablement, c'est ce qui pourrit la vie justement du monde entier, parce que ce sont des fous furieux, littéralement. On le voit d'ailleurs le 11 septembre, ça a quand même été organisé en partie par des Saoudiens. Donc je ne comprends même pas que des gens normaux aient pu accepter une telle mission. Alors là, je vous donne un bout là, de ce qui s'est passé dans le consulat. Alors, juste avant que Khashoggi n'arrive vers 13h02, donc dans le consulat, l'équipe des assassins discutait sur la manière dont le corps serait emporté. Tout à l'heure, je vous parlais, on n'a pas retrouvé le corps. Logique. Est-ce qu'il serait possible de mettre le tronc et la hanche dans une valise? Al-Toubani, non, c'est trop lourd. Les joints du corps seront séparés. Ce n'est pas un problème. Son corps est lourd, c'est la première fois que je découpe au sol. Non mais, on se croirait dans une boucherie quoi. Si on prend des sacs plastiques et qu'on découpe le corps en morceaux, ce sera terminé. On les enveloppera individuellement et dans des sacs en cuir. Vous les sortirez du bâtiment. Bon, voilà. Bon, maintenant vous savez pourquoi on n'a jamais retrouvé le corps. Il a été découpé en façon puzzle, c'est le cas de le dire. Le responsable de l'équipe d'assassins, donc Toubani, il dit « Mon patron direct n'est pas au courant de ce que je fais. Il n'y a personne pour me protéger. » Alors ensuite, il y a Mutreb qui demande « Est-ce que l'animal sacrificiel est arrivé ?» Donc il y a une personne non identifiée, donc à 13h13, qui dit « Oui, il est arrivé. » Et Khashoggi est amené par un membre de l'équipe au 2e étage du consulat. Et Khashoggi reconnaît Monsieur Mutreb. « Que faites-vous là ?» Mutreb, il faut qu'on te ramène. On a des ordres d'Interpol. On a un mandat d'Interpol. On est là pour te ramener. Précision, il n'y a jamais eu aucun ordre d'Interpol. Ce sont des menteurs. Khashoggi, il n'y a aucune affaire contre moi. Vous ne pouvez pas faire ça. Des gens m'attendent dehors. Un chauffeur m'attend. Alors, on entend des bruits de l'équipe qui se jette sur lui. Cette partie de l'audio n'a pas été révélée par les Turcs car ils l'ont passé à tabac pour savoir ce qui l'attendait dehors. Donc, ils l'ont véritablement battu. C'est quand même très important de comprendre ça. Si vous faites des recherches, vous n'aurez rien. Vous n'aurez qu'un cinquième, peut-être un centième de ce que vous avez dans ce livre. Ça, c'est vraiment l'affaire Khashoggi. C'est vraiment tout ce qui... Et ne serait-ce qu'au nom de la liberté de la presse, au nom de la résistance de ces ordures de princes saoudiens, je vous en supplie, lisez ce livre et partagez-le avec votre entourage. Alors, je continue.
Khashoggi, finalement, après avoir été tabassé, torturé, dit ben voilà, il n'y a pas de chauffeur qui m'attend, il n'y a que ma fiancée. Donc celle dont je vous parlais tout à l'heure, Hatice Cengiz. Mutreb, tu as combien de téléphones? Khashoggi, 2. Quelle marque? Apple. Envoie un SMS à ton fils. Quel fils? Et je lui dis quoi? Donc il y a un silence. Tu vas écrire. On va répéter. Montre-nous. Khashoggi, je dis quoi? À bientôt? Je peux pas lui dire que je suis kidnappé. Enlève ta veste. Khashoggi, mais comment ça peut se passer dans une ambassade? Je n'écrirai rien. Est-ce que je suis kidnappé? Je n'écrirai rien. Mutreb, écris Monsieur Jamal, dépêche-toi, aide-nous parce qu'à la fin, on va te ramener en Arabie Saoudite et si tu ne nous aides pas, tu sais ce qui va se passer à la fin. Que cette situation se termine bien. Vous voyez qu'en plus, il lui monte. Et Khashoggi remarque une sorte de petite serviette d'infirmier sur le côté. Il dit, il y a une serviette là, vous allez me droguer? Il y a encore une autre voix qui dit, oui, on va t'anesthésier. Alors ensuite, bruit de bagarre, frottement, cris, souffle, etc. Je ne peux pas respirer, j'ai de l'asthme, vous allez m'étouffer. Donc, d'après les spécialistes, donc, ils ont enfoncé une piqûre dans le cou de Khashoggi. Il y a des cris de bruit de suffocation. Et ensuite, on n'entend plus du tout Khashoggi. C'est l'équipe des assassins qui parle. Voilà. Donc, vous avez ça ici. Alors, heureusement que Hakan Fidan, donc le patron des services turcs, a posé des micros chez ces ordures de Saoudiens. Heureusement. Parce que sans ça, on n'aurait jamais appris le comportement de ce fou furieux qui dirige l'Arabie Saoudite et qui, en plus, est capable de modifier le prix du pétrole que vous payez quand vous faites le plein de votre voiture. Vous voyez un peu comme tout est lié? C'est très très important. Alors, le livre est rempli d'illustrations. C'est vraiment quasiment toutes les 15 pages. Vous voyez là, vous avez tout. Beaucoup plus même que parce qu'on en a rajouté grâce à notre collaboration avec Ferhat Ünlü qui nous a beaucoup aidé et on le remercie. Voilà, donc au nom de la liberté de la presse, au nom de la résistance à l'islam saoudien qui est en train de pourrir toutes les banlieues, et je le dis même aux musulmans, lisez ce livre. Quelque part en région parisienne, bien caché derrière ce chemin de promenade, se niche une propriété de prestige. Le propriétaire n'est pas un anonyme. Il s'appelle Mohamed Ben Salman. Le château Louis XIV, c'est son nom, vaut le coup d'œil. Il a été bâti en 2011 comme une réplique de Vaux-le-Vicomte. Vous entrez dans 5000 mètres carrés d'appartements au style classique, décorés comme à l'époque du roi Soleil. La passion des châteaux du prince ne s'arrête pas à Louvciennes. Mohamed Ben Salman vient d'acquérir une autre propriété, cette fois au sud de Paris. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le site du Jardin des Livres ou sur votre libraire. Vous pouvez, effectivement, je vous recommande chaudement, surtout si vous avez... Enfin, je veux dire, c'est un livre d'espionnage. C'est un livre d'espionnage réel, avec un cadavre réel. On n'a jamais retrouvé le corps. On sait parfaitement, grâce au micro donc, du MIT, que les Saoudiens... D'ailleurs, en plus, les Saoudiens, ce sont des menteurs pathologiques, parce qu'ils ont nié. Did you order the murder of Jamal Khashoggi? بلا شك لا. Absolutely not. This was a heinous crime. What does that mean that you take responsibility? When a crime is committed against a Saudi citizen by officials working for the Saudi government, as a leader I must take responsibility. This was a mistake, and I must take all actions to avoid such a thing in the future. Je vois, il est sorti Khashoggi. Attendez. Ces débiles de Saoudiens ont même pris une doublure, c'est-à-dire qu'ils ont pris quelqu'un qui était aussi grand que Khashoggi et qui avait la même corpulence, le même embonpoint. Et donc, attends, mais ça c'est surréaliste. C'est une scène totalement surréaliste, j'ai oublié de vous en parler. Cet homme qui a la même corpulence que Khashoggi, donc, va servir de doublure. Et donc, que font les Saoudiens? Ils enlèvent les vêtements du mort, le pantalon, la veste, etc., la chemise, et le donnent à la doublure qui revêt les vêtements du mort, tout fraîchement tué. C'est quand même incroyable. Et d'ailleurs, à un moment donné, on entend, le mec, il est quand même pas tranquille, vous voyez. Il dit, mais ça porte pas malheur de porter les vêtements de quelqu'un qu'on vient de tuer? Point d'interrogation. Bah si, connard, pardon. D'ailleurs, tous ces gens ne peuvent absolument pas mettre le pied dehors parce qu'ils sont recherchés là, pour le coup, par Interpol. Ils ne pourront plus jamais quitter l'Arabie Saoudite, sauf avec un faux passeport, bien entendu, etc. Bref. Et donc, ce type est sorti du consulat pour faire croire donc à la presse que Khashoggi est sorti libre, qu'il a obtenu son papier, etc. Ils nous ont vraiment pris pour des blaireaux. Et je reste poli.
Je ne sais pas si vous réalisez la nullité en plus de ces espions saoudiens, quoi. C'est vraiment, je veux dire, même un scénariste du Bureau des légendes, hein, de Malotru et compagnie, je veux dire, aurait fait un meilleur travail s'ils avaient vraiment dû s'occuper d'une telle mission véritablement sinistre. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez aussi un riche, un ultra riche, hein, le 0,001 de la population, qui tue un moins que rien, on va dire Khashoggi, hein, sous prétexte qu'il n'aime pas ce qu'il a écrit sur lui. Enfin, c'est une aberration. On est en 2020 et vous avez ce prince saoudien qui se comporte comme un vulgaire truand du Moyen-Âge, véritablement. C'est inimaginable au XXIe siècle, au siècle d'Internet, des réseaux sociaux. Je veux dire, mais comment peut-on faire un truc pareil au XXIe siècle? C'est absolument hallucinant. D'ailleurs, aujourd'hui, tant et si bien, si vous voulez, que le prince saoudien, maintenant, ne peut même plus sortir dans la rue lorsqu'il se déplace à l'étranger en voyage diplomatique, entre guillemets, parce que ses conseillers lui disent, écoutez, vous ne pouvez pas sortir, c'est impossible, on aura des manifestations contre vous à cause de Khashoggi, restez cachés, vous sortez de l'immeuble direct dans votre limo, direction aéroport. Voilà. Et maintenant, Ben Salman est littéralement, c'est-à-dire là, c'est la malédiction du mort. C'est-à-dire que Khashoggi va lui pourrir la vie. Hein, vous savez pertinemment que je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois à la vie après la mort. Et je pense que Khashoggi, là, de l'autre côté, va se venger par petites pièces. Voilà, Jamal, merci à vous. Vous avez rejoint le ciel plus tôt que nous, hein, mais nous aussi, on finira par vous rejoindre un jour. Hein, voilà. Mais en tout cas, je vous remercie par avance de pourrir la vie de ces Saoudiens et qu'ils aillent tous en enfer. Chers amis, merci à vous. Rendez-vous sur le site du Jardin des Livres ou chez votre libraire. À bientôt.